Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Un texte ou des textes? Lorsqu'on évoque le Fils du pauvre, on croit parler d'un texte exclusif précisément désigné par ce titre. En fait, on se réfère le plus souvent à la version publiée en 1954 par les éditions du Seuil dans la collection Méditerranée. Or celle-ci ne donne ni l'état initial du texte de Mouloud Feraoun, pas même celui de la première publication, faite à compte d'auteur en 1950, ni son état définitif, tel qu'envisagé par l'auteur lui-même puisqu'à la veille de sa mort, il retravaillait encore la suite de ce récit intégré dans l'édition originelle, retranchée de l'édition parisienne, mais jugée par lui toujours nécessaire à la cohérence de son œuvre. Pour respecter autant que faire se pouvait la volonté de l'écrivain, les éditions du Seuil ont, dans un recueil posthume de 1972 publié quelques 10 ans après sa disparition et intitulé L'anniversaire, regroupé divers écrits jusque-là épars et peu accessibles parmi lesquels figure ce qui est donné pour le brouillon de cette dernière partie remise sur le métier, présentée par l'éditeur sous le chapeau, Fouroulou Menrad, en rappel du nom du héros de l'histoire. On devrait donc prolonger la lecture du texte établi en 1954 de cette extension, permise par la seconde publication parisienne. On le fait rarement, tant s'est installée une représentation du texte borné à l'édition de 1954 qui en a assuré la diffusion et la popularité. On pourrait aussi, mais là encore, on ne le fait guère, lire le texte dans d'autres éditions, en particulier celle réalisée en Algérie par Enag. Une première en 1992 avec préface de Christiane Chollet-Achour, une dernière surtout parue en 2002, qui, bien qu'intitulée simplement comme les précédentes Le Fils du pauvre, donne une version des plus intéressantes car elle reproduit à partir d'un manuscrit de l'auteur, un cahier d'écolier tel Q', évoqué dans le roman même, recouvert de la belle écriture régulière de l'instituteur qu'était Mouloud Feraoun, fourni par son fils aîné, Ali Feraoun, un récit composé de 3 parties qui ne correspondent qu'imparfaitement à l'addition des parties des éditions du Seuil. C'est là, très vraisemblablement, le texte le plus proche de l'état initial conçu par Mouloud Feraoun. Il présente donc un intérêt capital pour l'appréhension de l'œuvre. Sans viser à une étude génétique systématique, il nous semble en effet indispensable de rappeler l'histoire du texte et de ses variantes. La confrontation du texte de référence le plus répandu, celui de l'édition du Seuil de 1954, aux nombreux retirages, en particulier à partir de ses rééditions en collection. Une première fois en 1982, une seconde en 1995 avec l'ajout de 1972 d'une part, mais surtout avec la version Enag de 2002 d'autre part, permettra de voir incidence énorme du formatage éditorial dans la réception de l'œuvre. En utilisant ce mot de formatage, nous n'entendons faire aucun procès. Tout soupçon de manipulation idéologique du texte doit être exclu. Aux éditions du Seuil, Feraoun n'a trouvé qu'amitié et conseils bienveillants, aussi bien en la personne d'Emmanuel Robles, directeur de la collection Méditerranée, qui l'accueille chaleureusement aux côtés de Mohamed Dib, Mouloud Mameri et Kateb Yassine entre autres, qu'en celle de Paul Flamand, mais leurs avis fondés sur des critères esthétiques occidentaux autant que les autocorrections de Feraoun même, certainement pétries de doutes et d'insécurité du fait de son entrée en littérature, et qui plus est dans une littérature qu'il percevait lui-même comme émergente, ont tendu à rapprocher le texte d'œuvres occidentales ressenties comme similaires, en particulier des romans de formation, et par conséquent ont pour partie estompé la nouveauté, l'étrangeté des caractéristiques initiales. On pourra en juger à partir de l'analyse d'un éventail des principales divergences entre les différentes éditions. Amplitude du récit. Composition et effet de sens. La composition du roman diffère considérablement selon l'édition dans laquelle on le lit. Le récit établi par l'édition du Seuil de 1954, désormais le plus souvent uniquement désigné par l'abréviation Seuil 1954, est constitué de 2 parties. La première, intitulée La famille, se compose de 11 chapitres qui évoquent l'environnement et les événements de l'enfance de Fouroulou Menrad, le personnage principal. La deuxième, intitulée Le fils aîné, développe sur 7 chapitres les péripéties de son adolescence et en particulier de son parcours scolaire, pour s'achever sur son projet d'intégration à l'école normale avec la présentation du concours d'entrée dont l'issue heureuse n'est qu'implicite,
dans la mesure où le chapitre préfaciel de la première partie présente d'emblée Furulu Menrad comme instituteur. C'est dire que tout en donnant d'une perspective finale d'ouverture, ce récit de vie s'interrompt au seuil de l'âge d'homme du protagoniste, dans la tradition du Bildunroman, du récit de formation. Comme dans les années d'apprentissage de Wilhelm Meister de Goethe qui constituent la référence du genre, le roman se focalise sur la formation de la personnalité du héros, faite d'expériences successives et d'acquisitions progressives de valeurs aptes à en faire un homme accompli. L'impression d'équilibre, d'harmonie même qui se dégage de cette composition binaire repose en outre sur des effets de symétrie tout à fait élaborés. La fin de l'ère merveilleuse de l'enfance est balisée par les 2 derniers chapitres de la première partie, qui narrent les événements tragiques de la mort et de la folie des tantes auprès desquelles le jeune Furulu trouvait plénitude et affection. Avec elle, comme nous le verrons plus en détail plus loin, c'est tout un monde traditionnel rassurant et cohérent qui semble disparaître pour laisser le personnage en proie à un sentiment de déréliction, sur l'aveu poignant duquel se clôt le premier ensemble, page 102. Nous n'eûmes plus alors notre bon refuge, notre cher nid, personne à aimer en dehors de nos parents, personne qui s'intéressa à nous. Nous n'avions plus qu'à nous serrer peureusement autour du père et de la mère. La deuxième partie présente au contraire une clausule tout en optimisme. Le fait même que la réussite au concours d'entrée à l'école normale ne soit pas annoncée comme avérée, mais posée à l'horizon du récit, confère à celle-ci non une butée mais un élan, une tension exaltante que ponctue le sobre dialogue final entre le père et le fils dont les chemins se séparent désormais, page 146. Maintenant je remonte au village. Ta mère saura que je t'ai parlé. Je dirai que tu n'as pas eu peur. Oui, tu diras là-haut que je n'ai pas peur. À l'attitude peureuse de l'enfant s'oppose la ferme assurance de l'adolescent. C'est bien une marque d'évolution vers la maturité. Mais au-delà de cette progression naturelle, cette symétrie peut induire une autre lecture symbolique. À une sortie du monde kabyle traditionnel mortifère ou moribond succède une entrée dans la société occidentale, représentée par l'école normale, temple des valeurs républicaines françaises. On comprend alors pourquoi le roman a pu être lu comme un roman de l'acculturation, montrant le bonheur et la promotion offerts aux indigènes, par des parcours semblablement vectorisés. En fait, une lecture qui ne s'en tient pas à cette architecture générale mais s'attache à toutes les nuances et oppositions, délibérées du récit contredit sans mal cette conclusion hâtive, mais l'infirmation est encore plus aisée à partir du texte reproduit dans l'édition algérienne de 2002, désormais mentionné par l'abréviation ENAC 2002, donnant de toute autre dimension. Dans cette version, en effet, si la première partie est assez identiquement composée, avec ses 11 chapitres liés au monde de l'enfance et de la tradition kabyle, la deuxième présente de notables différences. Elle inclut dans ses 6 premiers chapitres grosso modo le texte des 7 chapitres de Seuil 1954, mais elle ne se clôt pas du tout sur cette fin optimiste et ascensionnelle. Non seulement les répliques lourdes de détermination « Je dirais que tu n'as pas eu peur, je n'ai pas peur » ne se retrouvent pas, elles n'avaient donc pas été prévues d'emblée comme un contrepoids à la peur enfantine, mais au demeurant cette partie se prolonge de 3 chapitres. Ceux-ci insistent sur la fierté d'être instituteur, et même sur le bonheur sans mesure vécu pendant les années de formation au métier d'instituteur. Mais cela ne fait pas du roman un récit idéalisant, ou même épargnant la société coloniale. Les 3 belles années passées à l'école normale d'Alger Bouzaréa sont en effet décrites comme une sorte de parenthèse sinon utopique, du moins se rapprochant le plus près possible de l'idéal républicain français d'égalité et de fraternité. Belle parenthèse, mais justement ressentie comme telle pendant et après son déroulement, par contraste avec la réalité sociale inégalitaire et discriminante. Le chapitre 6 développe en effet une louange de la vie à Bouzaréa qui, par son enthousiasme même, en dit long sur la rareté de tels rapports sociaux, respectueux et ouverts, ENAC 2002, pages 128 à 129. Le premier et superbe cadeau que lui firent ses maîtres à l'école normale, ce fut de lui rendre sa dignité. Comment donc les oubliera-t-il ? Là-bas, plus de barrières, il n'y trouva ni des Français ni des indigènes, mais seulement des élèves maîtres et des maîtres qui veillaient à leur formation avec un soin jaloux. La première tâche des professeurs, le directeur en tête, fut d'abolir dans l'esprit de leurs élèves indigènes toute idée de méfiance, de crainte, d'infériorité.
Ils les placèrent d'emblée d'un commun accord, sur le même plan que les autres. Le chapitre 7, qui sera fondu pour partie dans le chapitre précédent dans la suite, telle que produite par l'édition du Seuil de 1972, qui pourra désormais être présentée sous l'abréviation Seuil 1972, prend cependant quelques distances avec le tableau remarquable de l'entente et de la proximité des Normaliens, en rappelant que de spontanées distinctions sociales et même communautaires y subsistaient immanquablement, et insiste sur l'exception Q'. Il constituait de toute façon dans l'Algérie coloniale. En voici en effet l'incipit, ENAC 2002, page 132. Les années d'école normale constituent pour Fouroulou une période de son existence tout à fait à part, extraordinaire pour tout dire. En dehors des affections dont elle fut remplie, mis à part son exceptionnelle fécondité intellectuelle et morale, ce qui fait encore son prix aux yeux du jeune homme, c'est que ce fut la seule qu'il vécut avec des Français. Avant l'école normale, il ne les connaissait guère, les 3 années écoulées, il ne les voit plus que de loin. Il retourne dans son bled avec son bagage primaire, une foule de souvenirs et de belles émotions. Au bout du compte, le bilan de la formation reçue à Bouzaréa demeure à ses yeux une étape lumineuse et privilégiée, mais celle-ci fait aussi nettement ressortir les ombres du tableau algérien et les exclusions tenaces qui cloisonnent en général la société coloniale. Cela dit, le constat ne tend pas à la revendication explicite et tranchée car Mouloud Feraoun n'est jamais manichéen. Ce sont justement la mesure ou la subtilité de son positionnement qui ont souvent conduit ses lecteurs, les contemporains immédiats surtout, à des interprétations à charge qu'il faut réviser. Ainsi, dans le passage précédemment cité, il est vrai qu'il ne renonce pas à une forme de gratitude à l'égard de la conjoncture coloniale. Elle lui a permis l'accès à la culture et à la littérature française envers lesquelles il ne cessera de professer son attachement, quelle que soit l'époque traversée et l'œuvre qu'il écrit, y compris par exemple dans le bouleversant journal 1955 à 1962 rédigé dans la tourmente de la guerre de libération. Mais cela ne le conduit jamais à l'acculturation pure et simple ni même à un désir d'assimilation, tant son amour de la Kabylie, ses références et son identité kabyle restent irréfragables. Un passage ultérieur du même chapitre 7 l'énonce de façon claire et posée, page 134. Il passa ses années de ville en observateur intéressé mais non séduit, décrocha ses diplômes et revint dans son pays sans amertume et sans colère. L'absence de colère ne signifie pas pour autant absence d'esprit critique, et les chapitres 7, 8 et 9 qui complètent la deuxième partie, d'ENAC 2002, sont sans cesse émaillés de mentions des difficultés matérielles rencontrées par les délaissés du système colonial que constituent les populations indigènes. Le relatif confort de son traitement de fonctionnaire n'épargne même pas à Menrad Fouroulou les soucis du quotidien. Comme le romancier qui le conçoit en bien des points à son image, le personnage doit, il est vrai, faire face à des responsabilités écrasantes, jusqu'à une douzaine de personnes à charge, tant les ressources au village ou dans l'émigration pour nombre d'hommes sont rares et insuffisantes pour survivre. L'édition Seuil 1972, lors même qu'elle reprendra en les proposant comme relevant d'une troisième partie, certains éléments de ces chapitres, les allégera, processus que l'on analysera plus en détail plus bas, de quantité de développement lié à l'exposé des difficultés familiales, mariage pauvre des sœurs qui appauvrissent encore la famille, usure prématurée de l'oncle Lounis laissant femme et fille dans la misère, lassitude des parents se reposant entièrement sur le soutien que devient le fils aîné. Voilà qui laisse le titre de la seconde partie de connotations sensiblement différentes de celles qu'on lui accorderait à lire la seule édition Seuil 1954. Il s'agit peut-être moins d'exalter la distinction que confère le rang d'aîné que de souligner en fait les obligations qui lui sont liées dans le mode de vie communautaire kabyle. Certes, ces passages digressent quelque peu en s'attardant sur des figures secondaires. Leur élimination rend le récit plus linéaire et plus directement focalisé sur le personnage principal, comme de rigueur dans un roman d'analyse occidentale, mais elle évacue aussi justement le caractère de chronique auquel le récit tendait initialement. On peut d'ailleurs remarquer que l'épigraphe sous l'égide de laquelle s'ouvre la deuxième partie, change d'une édition à l'autre. Dans Seuil 1954, on le sait, c'est une citation d'un texte de Michelet qui constitue un seuil d'entrée dans la deuxième partie. Elle semble annoncer un éloge,
voire une glorification mythique de la pauvreté. Aujourd'hui cette indigence, fièrement, noblement supportée par les miens, fait ma gloire. Dans l'édition ENAC 2002, c'est sur une phrase de Rousseau que s'engage cette partie, phrase proche par la thématique mais distincte par le ton. On y lit moins d'exaltation et plus de pragmatisme dans l'évocation du réel de la vie des humbles. La continuité des petits devoirs toujours bien remplis ne demande pas moins de force que les actions héroïques. Le texte restitué par l'édition ENAC 2002 comporte en outre une troisième partie, non équivalente dans la composition et les dimensions à celle que délimite l'édition Seuil 1972. Dans cette édition ENAC en effet, la troisième partie trouve sa cohérence dans l'évocation en 4 chapitres et un épilogue, qui bien que repris pour l'essentiel ne sont pas ainsi dissociés des 2 premières parties dans l'édition Seuil 1972, de la Seconde Guerre mondiale, sous le titre explicite « La guerre ». C'est cette partie qui fait le plus écart par rapport à l'atmosphère irénique que peut sembler dégager le récit de l'édition Seuil 1954. Elle assombrit sensiblement la narration car elle décrit l'isolement de la colonie par rapport à la métropole durant le conflit mondial, entraînant des difficultés d'approvisionnement qui rendent la vie sans doute plus difficile pour tous, mais de façon particulièrement aiguë pour les Kabyles, vu l'incurie inouïe de l'administration française envers les populations indigènes. Ces chapitres disent souvent sans phare les doutes et les déceptions, sinon la perte de foi générale à l'égard de la puissance coloniale française. L'indignation du narrateur pharaonien trouve alors des formules mordantes, Seuil 1972, page 134, ENAC 2002, page 156. Les journaux de Vichy, que les Kabyles ne lisent jamais parce qu'ils ne savent pas lire, disent que le marché noir est immoral. Quelle sinistre plaisanterie! Les gens crèvent de faim dans un pays qui possède la mitidja, et on leur dit qu'ils commettent un péché en ne crevant pas plus vite. Certes, les dernières phrases prospectives du chapitre 4, datées d'octobre 1944, tentent de colmater les brèches ouvertes en expliquant l'attitude des Kabyles. S'ils ont commis des petits péchés en doutant quelquefois de la France, ils ne s'en souviendront plus. Leur conscience ne leur reprochera jamais rien car leur cœur simple n'a jamais varié, même quand leur langue a suivi une mode. Mais il faut savoir lire ici aussi bien l'implicite. Si les péchés des Kabyles sont minces et n'ont guère fait d'entaille à leur conscience, sans doute faut-il incriminer d'autres responsabilités pour justifier les critiques émises, que l'explicite, l'espoir de voir une page se tourner qui fasse advenir une confiance entre communautés françaises et indigènes. Et si l'on trouve à nouveau en cet endroit un propos consensuel et bon enfant, il faut aller jusqu'au bout de la lecture du texte, qui se prolonge encore d'un épilogue, daté pour sa part de l'année 1948. Une tonalité amère et un discours plutôt désabusé s'y font jour d'emblée, malgré l'épigraphe camusienne rassérénante. Il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. L'armistice est signé depuis de longs mois. La guerre est terminée. Les Français, les Kabyles, les Arabes, tous les peuples ont souffert. Il faut réparer, rebâtir, remonter de l'abîme puis enfin oublier. C'est ainsi que les choses doivent se passer normalement. Et pourtant rien de fait. L'aube qui doit dissiper les ténèbres ne veut pas encore poindre. La confusion et le désordre brouillent toutes les notions. Des millions de braves gens ne comprennent plus. Quant à la phrase ultime de cette troisième partie, « Ainsi tu ne vivras pas sans souci, mais tu mourras sans remords et tu seras bien reçu dans l'au-delà », on voit qu'elle donne à réévaluer l'architecture d'ensemble du récit puisqu'elle renoue en boucle avec l'isotopie de la mort qui bordait la première partie, sans atteindre le tragique de la disparition des 2 tantes. L'annonce, somme toute sereine, de la mort du protagoniste donne une sortie hors du récit à consonance grave qui fait contrepoint à l'allégresse du final de la deuxième partie. Cette composition tripartite n'autorise plus du tout à donner au roman la portée d'une adhésion pleine et fervente au discours de progrès et de marche vers le bonheur véhiculé par l'idéologie coloniale. Tout au plus porte-t-elle trace d'une nostalgie de cette illusion. Le texte se positionne donc de façon nuancée, en tout cas rien moins que manichéenne, à l'égard du discours politique français dominant. Il se positionne également de façon nuancée à l'égard de l'espace géographique et culturel kabyle. Cela tient à la complexité de son dispositif énonciatif, comme nous le verrons dans notre troisième partie. Pour en rester aux questions de composition qui fondent la portée sémantique et idéologique du roman, voyons combien le chapitre 8 de la deuxième partie de ENAC 2002,
qui ne se retrouve que dans le chapitre Bouzarea de l'édition Seuil 1972, fait lui aussi contrepoint au chapitre 2 de la première partie. Dans ce chapitre 2 qui constitue la véritable entrée dans le récit, on sait combien le cadre de l'histoire est présenté de façon dépréciative, Seuil 1954, page 11 et SQ, puisqu'il est question de l'impression insignifiante que laisse la vue des pauvres villages kabyles, impression que la description détaillée qui suit justifie tout à fait. Il faut attendre l'extension tardive que nous avons signalée, donc occultée de Seuil 1954, pour que l'impression se renverse et se réécrive sous un jour. Un charme pour reprendre la caractérisation même du texte, autrement subtil et prenant, Enag, page 135 à 136, Seuil 1972, page 114. Fouroulou, pendant les vacances, s'amuse avec les jeunes gens de chez lui. Il aime les écouter chanter, jouer de la flûte ou réciter les émouvantes poésies du pitoyable Simoande. Ils sortent la nuit loin du village. La nuit noie dans sa lumière indécise les flancs des coteaux dont on distingue vaguement les sommets. Sur les vallées plane une ombre de vapeur qui dissimule le paysage, donne aux grands arbres des allures gigantesques, réunit au loin les collines en une masse sombre et grise. Le ciel scintillant d'étoiles brille d'une lumière sans chaleur, irréelle et pâle comme le rêve. La mélancolie de la pénombre, l'harmonie de la voix, la douceur de la flûte, la forme imagée des poèmes au rythme musical, attendrissent le cœur, emplissent la tête d'images et le corps d'une douce ivresse. Elles ont leur charme ces nuits. Il y en a que Fouroulou ne changerait pas, contre des nuits trépidantes de bal et de surexcitation. Le passage mérite d'être considéré pour la sensibilité et la grâce poétique qu'il déploie, écho de la musique mélancolique des vers du grand poète kabyle Simoande dont la référence est ostensiblement mentionnée, et le renversement qu'il procure. Loin d'être dénigré ou banalisé, l'espace kabyle, appréhendé dans cette focalisation interne avec le personnage principal, se part d'une originalité et d'une beauté qui résistent même à la comparaison implicite avec l'espace européen. L'attraction de ce dernier se trouve donc considérablement écornée, mais encore faut-il avoir accès à ce texte pour bien le percevoir. Au-delà des fluctuations d'opinion qu'il charrie, foi dans l'avenir et dans un certain modèle français, doute et désillusion, sagesse quelque peu désabusée, ou peut-être justement grâce à elle, cette narration donne à éprouver l'épaisseur du temps pris en considération. Les différences d'amplitude du récit ont donc tout leur poids, d'abord pour la perception du personnage principal, ensuite pour l'appréhension de la nature même du récit et de la position de l'instance narrative qui le conduit. Composition et poétique romanesque. Outre ses implications dans la signification de l'histoire racontée, la longueur plus ou moins importante du récit fait varier un autre critère, cette fois d'ordre esthétique et culturel. Arrêté à la fin de l'adolescence du héros, le récit marque clairement la distance séparant le temps de l'histoire racontée du temps de la narration, puisque le chapitre 1 qui tient lieu de préface évoque un Fouroulou Menrad devenu depuis longtemps instituteur. Les événements de l'enfance et de la scolarité évoqués remontent à une époque bien antérieure, distincte du moment de la rédaction, C'. Et là une situation type de la narration occidentale, élaborant un récit rétrospectif vis-à-vis duquel le narrateur peut acquérir une position de surplomb. Mais étalé sur un grand nombre d'années qui mènent quasiment à la coïncidence du temps de l'histoire et du temps de la narration. Rappelons que l'épilogue de la troisième partie est rédigé en 1948 et que l'édition initiale du texte est réalisée, après quelques démarches antérieures infructueuses, en 1950. Le récit devient en quelque sorte une chronique faite au fil des jours, à la clôture toute relative, le narrateur se tenant au plus près des personnages et de l'époque Q'. Ils vivent. Nous reviendrons sur les caractéristiques génériques du texte, plus complexes et originales qu'il n'y paraît au premier abord, mais soulignons d'ores et déjà combien l'envergure extensible du récit relève d'un goût et d'un trait culturel de Mouloud Feraoun, que l'éditeur parisien a quelque peu réfréné. Les histoires qu'il raconte naturellement sont moins celles d'individus que d'enchaînements de générations, et l'actant principal moins tel ou tel personnage que le temps lui-même, à la fois continu et cyclique. Rappelons que ces deux autres romans, La terre et le sang et les chemins qui montent, qui forment un cycle narrant d'abord la vie d'Amer Oukassi puis celle de son fils, Amer Namer, qui semble bien relever du même sof que Boussad Namer, personnage apparaissant avec son clan au chapitre 5 de la première partie du Fils du pauvre, intriqué subtilement de ce fait dans un grand ensemble romanesque,
avaient eux-mêmes laissé l'écrivain inassouvi puisqu'il déclarait à son ami Emmanuel Robles, lettre du 15 juillet 1951, reproduite dans Lettres à ses amis, Le Seuil 1969 page 55. J'avais l'intention d'écrire une chronique allant de 1910 à 1950. Les 300 pages ne concerneront que 20 ans. Je m'arrête à 1930, la suite sera pour le prochain numéro. Le titre est prêt, ainsi que les idées. Je n'aurai qu'à continuer l'histoire. Le récit n'étant pas pensé par Feraoun comme une structure close, il pouvait donc l'interrompre selon les limites de l'édition Seuil 1954, mais toujours provisoirement semble-t-il, comme le montre la remise sur le métier des parties retranchées du Fils du pauvre, ou le poursuivre jusqu'aux limites ultimes des possibilités d'écriture. Cohérence, profusion thématique. Topic. Les coupes de l'édition Seuil 1954 ne portent pas seulement sur le nombre de parties et de chapitres, bref, sur la composition d'ensemble du récit, elles touchent aussi des éléments internes au chapitre. Plusieurs passages de la version initiale, de longueur variable, ont été supprimés pour donner plus de concision et d'homogénéité au récit. Dans la version la plus ancienne en effet, le récit relate bien l'histoire de Fouroulou Menrad, mais il digresse à l'occasion pour s'attarder sur tel ou tel autre personnage à propos duquel sont développées une anecdote, voire une rapide biographie. La trame événementielle peut aussi piétiner, le temps d'une réflexion sociologique, politique, philosophique générale. Vu sous cet angle-là aussi, le roman initial apparaît donc bien confiné davantage à la fresque qu'au portrait individuel. Il reste encore quelques éléments de cette nature dans Seuil 1954, mais nombre de ces excroissances et bifurcations du récit ont été ultérieurement biffées pour donner plus de lisibilité, plus de cohérence thématique. Plusieurs pages ont ainsi été retranchées du chapitre 6 de la deuxième partie de l'édition Enag, redistribuées en fait en 2 chapitres dans Seuil 1954. Les pages 122 à 125 interrompent en effet, longuement, l'évocation des études de Fouroulou. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.